Bon matin, mesdames et messieurs. Je suis Gladys Caron, vice-présidente communication chez Investissement Québec. Bienvenue à notre toute première classe de maître en compagnie du président Tartopex, M. Daniel Pelletier. Je remercie M. Pelletier et son équipe d'avoir accepté de partager leur parcours avec nous. Vous constaterez tout comme moi que leur histoire est très inspirante. Pour votre information, l'événement est enregistré et sera disponible en réécoute. Nos classes de maîtres s'inscrivent dans notre nouvelle initiative Compétiver mise en place pour inciter les entreprises à adopter des technologies propres et des pratiques éco-responsables afin qu'elles soient plus compétitives tout en réduisant leur empreinte environnementale. Mais avant de laisser la parole à M. Pelletier, j'aimerais vous partager une primeur. Dans le cadre de Compétiver, nous avons identifié des champions verts. Ce sont des entreprises québécoises développant des technologies propres qui se démarquent dans leur marché. Lors du lancement de notre initiative en mars dernier, nous avions annoncé 2 premiers champions verts, GHG SAT et Flow Adénergie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous introduire 2 nouveaux champions, H2O Innovation et Lyon Électrique. Pour vous permettre de mieux les connaître, je vous invite à écouter cette courte vidéo. H2O Innovation, en fait, on fait d'abord la conception, la fabrication, l'ingénierie et l'installation de systèmes de traitement d'eau. Donc, que ce soit pour le traitement d'eau potable, le traitement d'eau usée, le dessalement d'eau de mer, le recyclage d'eau. Donc, ce sont tous des solutions qu'on apporte, dans le fond, à la fois à nos clients municipaux, à des clients industriels. Au début des années 2000, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un malheureux incident en fait à Walkerton, donc une petite municipalité en Ontario. Il y a 6 personnes qui sont décédées à la suite de contamination aux coliformes fécaux en consommant de l'eau potable dans cette municipalité-là. Donc d'où là m'est venue l'idée de réfléchir à comment on pourrait venir en aide à ces municipalités-là, à ces communautés-là, pour leur fournir des solutions plus sécuritaires, plus viables et mieux adaptées aux besoins aussi à venir. Je pense que l'usage de l'eau va devenir au centre de nos préoccupations quotidiennes. L'eau, dans le plus grand nombre des pays actuellement, est le moteur économique numéro 1. Donc, si vous n'avez pas de l'eau, disponibilité à de l'eau fraîche, vous n'avez pas accès à des sources d'énergie, vous n'avez pas accès à de l'irrigation pour l'agriculture, vous n'avez pas accès à fournir à votre population, dans le fond, ce qui est nécessaire pour sa croissance. Moi, je pense que les besoins sont encore immenses, puis sont appelés seulement à grandir dans les prochaines années. On a gagné un très beau prix, une très belle reconnaissance l'an dernier avec la reconnaissance par le GWI comme étant l'entreprise du traitement d'eau de l'année, donc the Water Company of the Year. Donc pour moi et pour nous, en fait, c'est une reconnaissance immense, une très grande fierté. Pour moi, ça a été l'aventure d'une vie. Il faut faire preuve de patience, de résilience, mais ne jamais, jamais, jamais abandonner. Parce que lorsqu'on s'attaque à des axes d'innovation technologique en ce qui a trait à l'environnement pour créer un monde meilleur, on vient certainement changer nos habitudes. Donc, on vient créer un inconfort. Et cet inconfort-là, habituellement, c'est pas celui qu'on cherche à avoir en premier. Donc, contrairement des fois à d'autres technologies où on veut être le premier à acheter le nouveau bidule, le nouveau gadget, dans le secteur de l'environnement, on a comme toujours une réticence un peu, une hésitance à adapter ou à s'adapter à ce nouveau changement-là. Donc, il faut faire preuve vraiment de résilience, de persévérance. Puis si vous avez donc envie de briser des tabous, de briser des concepts, bien, je pense qu'il y a tout à faire. J'ai fondé Lyon Électrique en 2008, puis c'est en 2010 déjà qu'on a fait le choix de faire uniquement des véhicules électriques. Donc, aucun rétrofit, aucun hybride. On est complètement concentré dans les véhicules électriques. Aujourd'hui, on a une usine qui peut produire jusqu'à 2500 véhicules électriques par année ici à Saint-Jérôme. L'idée m'est venue, en fait, ça fait longtemps. Moi, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, le goût du manufacturier, du plancher également, des technologies, de la finance et une passion pour l'ingénierie. Là, je voulais être en mesure de réaliser tout ça en même temps que je pouvais contribuer à la communauté. J'ai fait beaucoup de réflexions là-dessus, beaucoup d'analyses et je me suis dit que c'était une très, très bonne idée de se lancer dans le domaine de la fabrication des véhicules. Je voulais faire une différence dans le domaine des transports, une industrie où je jugeais qu'il y avait beaucoup de progrès
qui était à faire, et en particulier au niveau des autobus scolaires, qui avaient vu entre nous là, très peu d'évolution quand même depuis 45 ans. C'est certain que chez Lion, on veut continuer à avoir un impact important dans notre société dans les prochaines années, donc en montrant l'exemple en électrification des transports. On veut continuer d'être le leader dans le domaine de l'autobus scolaire électrique en Amérique du Nord, puis on a aussi comme objectif de devenir le leader dans l'industrie du camion électrique. Et on a un très bon départ aujourd'hui avec une gamme de produits, là, de plusieurs camions électriques qui sont disponibles aujourd'hui. Le monde de l'électrification est en pleine transition aujourd'hui, il va continuer de l'être. Donc, on travaille en continu au développement des produits. On va continuer d'améliorer nos batteries, qui sont le cœur de nos véhicules. On va ouvrir en 2022 une usine de batteries qui est hautement automatisée à la fine pointe de la technologie. Et on va avoir également un centre d'innovation qui est annexe à notre usine de batteries. Évidemment, ça fait beaucoup de projets, mais en fait, c'est la suite logique au rythme infernal de développement qu'on a eu au cours des 12 dernières années. En fait, j'aimerais conclure en disant que les 12 prochaines années s'annoncent encore plus passionnantes que les 12 dernières, et ça, c'est pas peu dire. Merci beaucoup, messieurs Dugré et Bédard, d'avoir accepté de vous associer à notre initiative. Nous pouvons vraiment être très fiers d'avoir des entreprises aussi inspirantes que les vôtres au Québec. Passons maintenant à notre sujet principal et j'inviterai M. Pelletier à se joindre à moi. Nous devrions le voir apparaître. Bonjour, M. Pelletier. Merci d'être des nôtres. Bonjour, merci. Fier d'être là aujourd'hui. Très bien, merci. Votre présentation, M. Pelletier, sera d'environ une trentaine de minutes et nous prendrons des questions à la suite de votre présentation. Les participants, durant votre allocution, peuvent inscrire déjà leurs questions au bas de l'écran dans la boîte à cet effet. Alors, sans plus tarder, M. Pelletier, la parole est à vous. Bien, merci de la 10 pour la belle introduction. Premièrement, je suis extrêmement fier d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les avancements d'Artopex dans le développement durable. Puis peut-être que ces points-là que je vais vous apporter, qui ne sont pas tous des points qui sont très, très difficiles à réaliser pour être capable d'avancer dans le cheminement, mais j'espère que ces points-là vont pouvoir peut-être vous aider à introduire un plan de développement durable dans votre entreprise pour ceux qui n'en ont pas. Fait que premièrement, j'aimerais peut-être vous présenter Artopex. Qui est Artopex, le groupe? Le groupe Artopex, premièrement, c'est un manufacturier de mobilier de bureau. On est 100% québécois. On a parti en affaires, je dis on parce que c'est une entreprise familiale. C'est moi et mes frères qu'on a parti en 1980 une entreprise, puis on a fait plusieurs acquisitions en cours de route. Puis Artopex, c'est une acquisition qu'on a faite en 1993 qui est un de nos gros compétiteurs, qui est maintenant rendu la meilleure entreprise de mobilier de bureau qu'on connaisse au Québec. Fait que ça, c'était notre cheminement. Puis actuellement, l'entreprise compte à peu près 600 employés, un petit peu plus que 600 employés. Dans 6 localisations différentes. On a une usine à Laval, on a 2 usines à Granby, dont moi je suis ici à Granby dans le moment à la Maison-Mère. On a une usine à Saint-Paul-d'Abbotsford, puis 2 usines dans la région de Sherbrooke. Chacune des usines fabrique un produit différent, ce qui fait qu'on est intégré dans l'ensemble des produits. Fait qu'on est capable de meubler à partir de zéro certaines entreprises, les entreprises, à partir du mobilier, exemple, le bureau conventionnel, le fauteuil rembourré, mur amovible et toute la gamme de produits qui est la fabrication des produits qu'on fait dans le moment. Pour nos ventes, on a 50% de nos ventes aux États-Unis, 50% de nos ventes au Canada. On a des salles de monte à travers le Canada qui sont Québec, Montréal, Toronto, Calgary. Puis aux États-Unis, on a Dallas, New York, Atlanta, Chicago, Boston, puis Minneapolis. Pour ce qui est de Boston, on a une ouverture officielle de prévue bientôt pour une nouvelle salle de monte. Fait que ça fait l'introduction pour l'entreprise Artopex. Maintenant, je vais vous parler de développement durable. Quand on a commencé à parler d'introduire du développement durable dans l'entreprise, on a ciblé 3 sphères d'activité. Dans les sphères d'activité qu'on a imaginées, c'est premièrement l'environnement, le social
et l'économie. Fait que quand on parle de développement durable ici dans l'entreprise, on parle de ces trois secteurs, ces trois sphères d'activité-là. Fait qu'il comprend naturellement, quand on parle de social, les employés, aussi les entreprises qui sont alentour de nous autres, tout ce qui se passe économiquement dans la région, naturellement l'économie qui nous touche vraiment, là, qui est le mobilier de bureau et ses adjacents alentours, puis aussi l'environnement. Ensuite, une volonté naturellement qui porte fruit, là, c'est les objectifs définis de développement durable. Ça nous permet bien, naturellement de rester plus compétitifs, hein, parce que les actions qu'on porte en développement durable, c'est des actions qui sont souvent rentables au bout de la ligne. Fait que ça nous permet de demeurer plus compétitifs. On répond aussi aux requis du marché avec ça, parce que de plus en plus, vous pouvez vous en douter que les gens sont portés à faire des gestes qui sont concrets pour l'environnement. Fait que définitivement que ça, c'est des requis maintenant du marché. Ensuite, il faut comprendre aussi qu'Artopex est quand même un joueur assez important au Québec, là, en ayant tous les produits, comme je vous expliquais, sous le même toit. Par contre, quand on va à l'extérieur du Québec, on a des compétiteurs qui sont immenses, des gros compétiteurs, des gros manufacturiers. On parle de milliards de chiffres d'affaires, 2 milliards, 3 milliards de chiffres d'affaires. Fait que notre compétition, en réalité, c'est ces gens-là. Fait que quand on va dans des appels d'offres publics ou des appels d'offres de grandes entreprises, c'est sûr que les gens qui prennent les décisions nous considèrent au même niveau que ces grandes entreprises-là. Fait que pour nous autres, être capable d'exprimer les gestes qu'on pose en développement durable, c'est aussi important. Ensuite, ben, encadrer nos actions sociales et environnementales, naturellement. L'amélioration, la qualité de vie de nos employés et de la communauté, là, si on met beaucoup d'emphase là-dessus, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Respecter la législation, ça c'est un point important parce que quand tu veux faire du développement durable, tu es contraint de respecter certaines lois, certaines normes. Fait que pour ça, nous autres, on prend des gens externes qui sont spécialisés dans la législation, qui peuvent nous dire que si les actions qu'on porte, qui sont réglementaires à ce qu'on peut faire. Fait que ça, c'est important. Puis naturellement, bien, ça l'assure la pérennité de l'entreprise. Ensuite, on a, pour commencer, nommé un petit groupe à l'interne dans l'entreprise, un petit groupe de gens qui sont vraiment dédiés à l'environnement pour notre développement durable puis à l'environnement. Ça peut être une personne par usine, 2 personnes par usine. Puis eux autres, leur responsabilité, en réalité, c'est les yeux, les oreilles, puis ceux qui prennent des décisions au niveau de chacune des usines, des emplacements, pour être sûr que ce qu'on a mis en place soit respecté. Quand tu veux commencer, naturellement, dans le développement durable, un point important, c'est d'effectuer les constats que tu as déjà faits. Parce qu'on a tous déjà fait des gestes, mais on n'est pas toujours conscient des gestes qu'on a faits parce que, premièrement, on les répertorie pas. Fait qu'il faut les mettre dans une liste, voir un peu tous les gestes qui ont été faits. Au début, mais naturellement, mettre des initiatives qui sont relativement simples. On a toute tendance à mettre des objectifs qui sont un peu compliqués, des fois un peu longs, un peu difficiles à exprimer, un peu difficiles à expliquer naturellement aux gens, surtout aux employés, qui eux autres contribuent beaucoup au maintien de tout ça, puis à l'atteinte des objectifs. Fait que c'est important de mettre des gestes, c'est des choses qui sont relativement peu coûteuses et simples à réaliser. Puis aussi, un point dont nous autres, ce qu'on a profité, c'est d'une ressource externe. Quand tu fais ça, naturellement, quand tu es capable d'aller chercher une ressource externe, un consultant, une consultante qui peut venir t'aider à structurer ton plan d'action que tu vas monter, c'est extrêmement important parce qu'eux autres ont beaucoup, naturellement, de véhicules là-dedans, ce qui n'est pas notre cas quand on commence. Fait que pour ça, c'est important de s'entourer de gens qui sont des spécialistes. Ensuite, suite à ce que je viens de vous expliquer, la belle liste qu'on avait faite de toutes les actions, on trouvait ça un petit peu compliqué d'exprimer à nos gens à l'interne chacune des actions qu'on avait mises sur la liste. En 2010, ce qu'on a décidé de faire, c'est de choisir une action qui a vraiment, vraiment de l'importance par rapport à l'entreprise, puis qui parle au monde. Fait que c'est là qu'on a décidé
de cibler nos efforts sur un objectif qu'on a appelé 0,2x. Fait que 0,2x, en réalité, c'est pas plus de consommation faite au niveau énergétique et de doubler notre production. Fait que ce qu'on fait, c'est l'objectif était de doubler la production, mais avec la même énergie. Puis comme vous pouvez voir sur le petit logo qu'on utilise régulièrement dans toutes nos actions, de 2010 à 2015, c'est quand même, pas de 2015 à 2025, c'est quand même 15 ans. Fait qu'on a mis un objectif qui n'est pas nécessairement réalisable à court terme, parce qu'on a un objectif quand même extrêmement ambitieux, qui couvre beaucoup de points, mais on s'est donné de l'espace, du temps pour que ça devienne réalisable. Fait que je peux vous dire qu'après 11 ans, parce que ça fait 11 ans qu'on a commencé à travailler sur l'objectif, on a déjà 80% d'atteinte de fait sur notre objectif en 11 ans. Fait qu'on est extrêmement fiers de ça parce que en ayant atteint 80% d'objectifs à l'heure actuelle, le 20% qui reste pour nos 4 ans qui restent, on commence déjà à penser ça va être quoi les prochains objectifs importants. Fait que, naturellement, ça simplifie l'objectif pour tout le monde et de comprendre aussi, naturellement, ce que tu as mis comme objectif pour le groupe. Dans les éléments clés du parcours, comme je vous expliquais au début, en 1980, au début de l'entreprise, vous ne cacherez pas qu'en 1980, on n'était pas à la même endroit qu'on est aujourd'hui. Le monde était beaucoup moins sensibilisé au niveau du développement durable. Puis, naturellement, nous autres, dans un départ d'entreprise, là où tu es obligé de mettre toutes tes énergies pour faire grandir l'entreprise, l'objectif n'était pas de sauver la planète, mais surtout de sauver l'entreprise pour qu'elle puisse progresser au travers des années. Fait que c'était l'objectif. Ensuite, de 2002, c'est-à-dire de 2000 à 2007, c'était de prendre des engagements au niveau de nos planifications stratégiques. Fait que quand on faisait nos planifications stratégiques, puis encore aujourd'hui, un point qui est toujours à l'ordre du jour, naturellement, c'est le développement durable. Puis, on avait décidé à l'époque de s'inscrire dans un programme qui s'appelait ISO 14001, mais qui s'appelle encore ISO 14001 d'ailleurs, dont la plupart d'entre vous, je suis pas mal certain que vous connaissez. Fait que ça, je trouve, moi, c'était vraiment un déclencheur pour être capable de mettre une structure à l'intérieur de l'entreprise. Fait que vu que c'est réglementé, il y a quand même beaucoup de choses qu'on est presque obligé de faire pour être capable de maintenir notre certification. Fait que ça l'a aidé beaucoup aux gens aussi à comprendre l'objectif qu'on se fixait. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a une firme externe, privée, qui vient faire des audits de notre ISO 14001, puis qui s'assure qu'on puisse faire évoluer cette norme-là aussi au travers de l'entreprise. Fait que ça, je trouve quand même, c'est un point important pour un départ, pour ceux qui n'ont pas adhéré encore à ISO 14001, c'est un bon départ. Ensuite, de 2006 à 2021, on a quand même investi 65 millions en investissements de toutes sortes, dont je vais vous expliquer un petit peu plus en détail, un petit peu plus loin dans ma présentation. Une autre chose aussi qu'on a apporté, c'est les rapports de développement durable. À date, on a 3 rapports de fait depuis 2010. Les rapports, ce que ça fait, c'est que ça permet de visualiser l'ensemble de tous les gestes que tu as posés côté développement durable. Fait que c'est un rapport qui compte une 60aine de pages, qui est extrêmement intéressant à regarder. Puis le comparatif là-dedans, en réalité, c'est l'évolution de l'objectif que tu t'es fixé. Puis avec ça aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de maintenir un certain niveau de notoriété dans l'entreprise. Entre autres, on fait partie des 50 entreprises les mieux gérées au Canada depuis 14 ans, au niveau platine. Puis, à chaque année, quand on présente notre dossier, on joint tout le temps notre rapport développement durable qui montre les efforts qu'on met à ce niveau-là qui est extrêmement important dans la notoriété de l'entreprise. Ensuite, c'est sûr qu'un rapport comme celui-là, ça démontre aussi beaucoup de transparence. De transparence parce que ce rapport-là, il est public. Donc, si vous voulez aller voir sur notre site Internet, vous allez voir le rapport est sur le site Internet, vous allez pouvoir le consulter.
Ce rapport-là, naturellement, tout le monde a accès à ce rapport-là. Je suis pas mal sûr que même à l'écoute aujourd'hui, on a certains de nos compétiteurs qui sont là, qui écoutent. Bien, je les invite à aller le voir, le rapport, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui aident à faire grandir les entreprises du Québec. Ça, c'est important. Puis aussi, c'est un bon guide pour être capable d'exprimer aux gens qui font partie intégrante du développement durable à l'intérieur de l'entreprise, tous nos employés. Quand on dépose un rapport, on est capable de leur expliquer les gestes qui ont été posés puis les résultats qui s'attachent à ça. Fait que le premier rapport, on l'a sorti en 2011. 1 an, on s'était fixé un rapport à chaque année. Je peux vous dire, c'est un petit peu une erreur dans le fond, parce que un rapport à chaque année, ce que ça fait, c'est que quand tu compares tes chiffres, tu n'as pas réellement de changement important dans une année. Tu en as, tu as de la progression dans tes objectifs, mais ce n'est pas vraiment concret. Fait que, à partir de 2011, quand on avait regardé nos rapports précédemment, on se disait on va donner plus de temps pour vraiment voir l'évolution. Fait qu'on a sorti un deuxième rapport en 2014 qui couvrait de 2011 à 2014. Fait qu'on s'était fixé comme objectif 3 à 4 ans pour être capable de lancer nos rapports. Le dernier qu'on a fait, c'est en 2018. Là, on est après préparer celui de 2021, probablement qu'il va sortir à la fin 2021-2022. C'est sûr qu'avec la pandémie, c'est un peu différent dans les objectifs pour les gens à l'interne, là, mais on s'attend que début 2022 au maximum, on va être capable de publier notre prochain rapport. Ensuite, je voulais vous parler de quelques initiatives qui ont été prises dans l'entreprise. Écoute, il y en a qui semblent un peu anodines là-dedans, mais je vais vous expliquer pourquoi je les ai mis là. Entre autres, le retrait des verres de carton puis les verres de polystyrène à l'intérieur de l'entreprise. Ça semble simple, ça semble drôle un peu, parce que ce n'est pas des gestes qui sont énormes, mais c'est des gestes qui paraissent beaucoup au niveau des gens qui sont à l'interne dans l'entreprise. Fait que c'est des gestes qui montrent que tu as une évolution dans ton rapport puis que tu es continuellement en changement dans l'entreprise. Fait qu'on a fait ça. Chaque employé a sa tasse, chaque employé est responsable de sa tasse. Fait que c'est des petits gestes, mais ça fait une grosse différence. Ensuite, réduction de la consommation de papier par année. J'ai été le premier surpris à voir le chiffre quand on a fait la compilation, quand l'équipe a fait la compilation. C'est qu'ici, on utilisait 4150 feuilles de papier par employé de bureau. Quand tu n'as jamais fait de la décompte, tu ne peux pas t'en douter, mais quand tu le fais, en tout cas, on avait été assez impressionnés. Il faut dire qu'il y a des papiers là-dedans qui servent naturellement pour la production, mais chaque employé, 4150 feuilles. Maintenant, 8 ans après, on est rendu à 73 feuilles par employé. Fait que c'est quand même une diminution importante. Fait que ça, c'est vraiment un geste important pour l'environnement. Il y a tout le temps deux côtés à la médaille. Le côté négatif de ça, il faut que je vous dise, c'est qu'on vend moins de classeurs, mais ça, il a fallu recycler d'autres produits. On le sait. L'évolution oblige. Ensuite, la collaboration avec des entreprises locales de récupération des résidus. 95% des résidus de l'entreprise qui servent à la production sont recyclés. Ça, c'est un objectif qu'on s'était fixé puis qu'on est rendu à l'objectif de 95% parce que le 100%, dans le moment, il est presque inatteignable à cause de différentes raisons, naturellement, que vous vous doutez. Fait qu'on est extrêmement fiers maintenant de pouvoir dire que 95% des résidus qu'on produit à la production s'en vont pour être recyclés. Ensuite, plantation d'arbres et d'arbustes. Je vous mets ça là-dessus parce que nous autres, on organise un congrès pour nos clients à travers l'Amérique du Nord à tous les 3 ans. Encore une fois, un peu différent à cause de la pandémie, naturellement. Fait qu'on invite ces gens-là à venir visiter nos installations. Visiter nos installations. Nous autres, on en profite pour faire le lancement de nouveaux produits, de faire de la formation. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a compilé tous les gaz à effet de serre que ça représentait, les déplacements de tout ce monde-là. Puis, on a investi dans de la plantation d'arbres et d'arbustes. Entre autres, un projet qu'on a fait ici en Estrie, avec un lac en Estrie ici qui avait beaucoup d'érosion. Fait qu'on a fourni les plantes pour être capable de faire des plantations tout autour du lac pour réduire l'érosion dans ce lac-là. Fait que ça a été fait naturellement avec des bénévoles là, qui donnent du temps, là, eux autres, pour faire planter les arbres. Fait que ça, c'est une contribution qui est faite et qui peut être faite par n'importe quelle entreprise.
Ensuite, investissement, mais je voulais vous parler un petit peu des investissements qu'on a faits. On a installé des bornes électriques naturellement dans toutes nos installations, vraiment important. Ensuite, l'acquisition de voitures hybrides, parce qu'on a quand même beaucoup de transports qui se passent du covoiturage qu'on fait entre chacune de nos usines, fait qu'on utilise des autos, des voitures hybrides. Ensuite, les jupes aérodynamiques qu'on voit sur les remorques. Juste avec ça, quand on a installé ça sur nos remorques, on a quand même des économies de 5 à 8 d'essence avec nos camions, avec cette initiative-là. Fait que ça, c'est quand même important. Le dernier petit point, c'est l'escouade verte là, que vous voyez sur la photo. Quand on fait des événements pour les employés, on fait un événement normalement chaque année avec tous les employés du groupe. Fait qu'on on est tout le temps à peu près 1000 personnes. Puis on a des équipes qui sont là. Ces équipes-là, eux autres, sont responsables que les gens respectent les normes environnementales qu'on met sur les sites où on s'en va fêter puis s'amuser. Fait qu'on continue quand même à porter attention à ce qu'on fait dans notre développement durable. Ensuite, les autres investissements, des investissements majeurs. On a fait la modernisation du siège social ici à Granby, dont vous voyez la photo. Aussi, naturellement, en introduisant toutes nos technologies qu'on développe au niveau du mobilier de bureau. Ça, ce que ça fait, ça donne quand même de la notoriété, je pense, importante par la qualité de l'image corporative là, pour l'entreprise. Puis, ça sert aussi pour nous autres de salle de montre. Fait que quand des visiteurs viennent ici à la salle de montre, c'est-à-dire à Maison Mère, on se sert de ça, encore une fois, pour démontrer les produits qu'on fabrique. Puis, naturellement, pour les employés, bien, ça fait un milieu de travail qui est vraiment chaleureux et stimulant, là. Puis, naturellement, encore une fois, puis ce qui est vraiment important, la rétention et le bien-être des employés dans le moment. Ensuite, encore des investissements majeurs. Ces investissements-là sont surtout faits au niveau des usines. Entre autres, on a investi ici à la Maison Mère, dans l'usine, une trentaine de millions au niveau de l'investissement dans les équipements. Ces équipements-là, ce que ça fait, c'est qu'ils sont beaucoup moins énergivores, naturellement, parce que c'est des nouvelles technologies au niveau de tout ce qui actionne ces équipements-là. Fait qu'on a réussi avec ça à doubler la production, puis tout le temps en atteignant notre objectif 0,2x. Puis, on a réussi à faire une usine ici qui est complètement automatisée, sans intervention humaine pour toute la préparation des composantes avant l'assemblage du meuble. Fait que ça, c'est assez avant-gardiste. Puis je vous dirais, c'est beaucoup valorisant pour les gens aussi de voir la technologie qui est intégrée pour le 4.0 ici à Granby. Puis dans l'ensemble des usines aussi. Entre autres, un autre exemple, c'est la modernisation des lignes de peinture, comme l'usine de Laval que je vous ai parlé, qui est spécialisée dans l'acier. On a introduit des nouveaux systèmes de peinture. Fait que ces équipements-là, en réalité, ce que ça fait, c'est que consomment beaucoup moins d'énergie. C'est surtout du gaz naturel qui est utilisé là-dedans. Fait qu'à l'entrée de ces fours-là, un exemple, on a des thermoréacteurs qui aident à garder la chaleur à l'intérieur du four, puis qui préchauffent les pièces qui entrent dans le four plus rapidement au début. Fait que, encore là, économie d'énergie. Ensuite, dans le même système, on a installé un système de peinture pour être capable de faire des changements de couleur à peu près en 30 à 45 secondes. Ce que ça fait, ça, c'est que ça l'aide à garder les lignes de peinture toujours pleines. Fait qu'au lieu de faire une interruption de production d'1 heure pour faire un changement de couleur, vu qu'on fait des changements de couleur rapides, on est capable d'optimiser l'énergie utilisée dans le système de peinture. Ensuite, d'autres investissements aussi majeurs qui contribuent au développement durable. La modernisation de l'usine à Sherbrooke, c'est notre usine où on fabrique tout ce qui est le rembourré, là, le fauteuil, siège d'attente d'aéroport ou ainsi de suite, là, tout ce qu'on a dans notre gamme de produits. Comme vous pouvez voir, la première partie en avant, c'est la fabrication. Puis en arrière, la partie grise qui est l'agrandissement qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un bâtiment qui est beaucoup moins grand, qui a une plus petite empreinte au sol
du bâtiment. C'est un bâtiment de 35 000 pieds carrés, mais qui est vraiment bâti en hauteur. On a fait 65 pieds libres en dessous de la structure, qui permet vraiment d'optimiser la grandeur du bâtiment, puis aussi en mettant complètement le système de manutention complètement automatique. Fait que, il y a des gains importants aussi à faire à ce niveau-là. Puis, un exemple pour le chauffage de ce bâtiment-là, parce que vous savez, normalement, on a des fans standards, des fans qui sont au plafond, qui font descendre la chaleur au sol. Dans ce cas-là, c'est des turbines. Fait que c'est une nouvelle technologie qui pousse l'air chaud vers le bas, puis très efficace. Fait encore une fois, pour être capable d'atteindre notre objectif ultime. Ensuite, un autre geste aussi qu'on a posé, c'est l'usine à Laval, au coin de la 440 et de la 15. Probablement que la plupart des gens connaissent plus cette usine-là, parce que faut dire que quand tu voyages entre Montréal puis Laval, puis tu passes en avant de l'usine, sur l'heure de pointe, tu as amplement le temps de la voir. Fait que c'est elle où on a installé un mur solaire de 3500 pieds carrés sur un mur de l'usine. Ça, ce que ça permet, c'est récupérer la chaleur en hiver avec le mur solaire, puis la répartir dans l'usine naturellement par les temps froids. Puis l'été, c'est l'inverse. On accumule l'air frais pendant la nuit, puis on la répartit dans l'usine pendant le jour. Juste ce mur-là, solaire, nous a permis d'avoir une économie de 31,9 % de réduction de la consommation du gaz naturel. Fait que c'est tous des gestes. Puis en plus, pour installer des équipements comme ceux-là, il y a aussi de l'aide financière qui est possible d'aller chercher. Ensuite, vous parlez un petit peu d'implication communautaire. On a participé dans un projet à Granby qu'on a appelé le complexe sportif Artopex. Ici, à Granby, dans la communauté, il n'y avait pas de terrain de soccer intérieur. Fait qu'on a investi là-dedans, on a fait le complexe, on a fabriqué le complexe, on a bâti ça, où il y a 2 terrains de soccer intérieur. Puis, on a mis à la disposition des commissions scolaires le temps d'occupation du complexe sportif. Naturellement, eux autres paient une partie pour ça, parce que ce qu'on a fait, on a fait une entreprise à but non lucratif avec ça, puis on fait profiter à la communauté du centre sportif pour faire bouger nos jeunes. Fait que ça, c'est un geste qui est très valorisant pour l'entreprise, très valorisant pour les employés. Puis je voudrais vous dire que quand on fait ça, on est souvent dans le journal local, là, ici, là, à cause du complexe, mais toujours pour des choses positives. Fait que le nom d'Artopex se véhicule d'une façon positive, puis aussi naturellement qui nous aide beaucoup pour notre recrutement. Ensuite, l'implication de dons différents. J'avais accepté de participer comme président d'honneur dans une campagne de levée de fonds pour le centre hospitalier Granby. L'objectif qu'on s'était fixé, c'est un objectif sur 5 ans de ramasser 10 millions pour le centre hospitalier Granby pour un agrandissement. Je peux déjà vous dire que la grosseur de la communauté qu'on a ici, c'est pas celle de Montréal. Là. Fait que ramasser 10 millions, ça demande pas mal d'efforts. Fait que je suis pas mal fier parce qu'avec l'équipe, on a travaillé fort pour être capable d'atteindre l'objectif. On a réussi à atteindre l'objectif. Ce qu'on voit sur la photo, c'est le don qu'Artopex a fait au niveau de la fondation, c'est-à-dire un chèque de 150 000 pour aider à atteindre l'objectif. Fait qu'on est très fiers de ça. Ensuite, quelques constats sur 8 ans que je voulais vous parler. Entre autres, les achats qu'on fait ici dans l'entreprise. On a 70 % de nos achats de matière qui est concentré au Québec, qui est fait au Québec. Moi, je peux vous dire là, que chaque fois qu'on choisit un fournisseur, on choisit tout le temps le fournisseur par rapport à ce qu'il peut amener dans la communauté au Québec. Si le fournisseur est un petit peu plus cher parce qu'il est au Québec, bon, on va accepter de payer un petit peu plus cher pour être capable d'encourager l'économie québécoise. Fait qu'on a réussi quand même à centraliser nos achats pour 70 %. Il y a quand même un 5 % qui est dans le reste du Canada. On a 10 % qui est aux États-Unis, surtout des composantes électriques au niveau des normes. Puis ensuite, à l'international, naturellement, ça couvre l'Asie, la Malaisie, Taïwan, beaucoup à cause de la quincaillerie, là, parce qu'il y a beaucoup de quincailleries qui ne fabriquent plus en Amérique du Nord. Par contre, on a un projet intéressant dans le moment. On est après à faire l'acquisition de nouveaux équipements pour rapatrier certaines productions de l'Asie
ici au Québec, qu'on puisse les fabriquer ici au Québec. Fait que pas mal fier de cette initiative-là. Ensuite, une autre petite affaire, optimisation de l'emballage des chaises. On a travaillé sur un programme pour être capable de réduire le volume d'emballage qu'on utilise pour nos chaises. Avec ça, on a réussi à récupérer 55% de l'espace dans nos camions pour faire la livraison de nos chaises. C'est quand même très intéressant. Ensuite, réduction de la consommation du gaz naturel, 45% de moins. Ensuite, depuis 8 ans, 7368 tonnes de matières résiduelles détournées des sites d'enfouissement. Fait que ça, on est pas mal content de ça. C'est une belle réalisation. Ensuite, réduction du gaz à effet de serre lié à la production, 39%. Fait que ça aussi, c'est un geste concret qui est dans notre rapport de développement durable que vous allez pouvoir voir, qu'on est extrêmement fiers. Ensuite, celui-là, je voulais vous en parler parce que lui est en lien directement avec notre objectif de 0,2x. Il faut garder la ligne blanche. La ligne blanche, c'est les niveaux de production qu'on fait depuis 2010. Ensuite, la ligne verte, c'est les gigajoules. Les gigajoules, c'est une façon d'être capable de calculer l'énergie. Un exemple, 1 gigajoule équivaut à 39 litres de propane, équivaut à 26 litres de gasoline. Fait que juste vous donner une idée, fait que pour avoir une base de calcul que tu peux utiliser toutes les énergies, être capable de transposer ça dans un résultat. Fait qu'on voit ici dans le graphique que la ligne de production qu'on a est relativement en progression. Fait qu'on le voit surtout depuis 2015, une progression assez impressionnante. Par contre, l'énergie est en dessous de ce qu'on utilisait en 2010. Fait qu'on a réussi à réduire l'énergie, toute la consommation qu'on fait au niveau énergétique. Fait que ça, c'est un petit tableau intéressant. Ensuite, les prochaines étapes. Dans les prochaines étapes, naturellement, on est après, dans le moment, à repenser certains produits, certaines composantes qu'on utilise dans la fabrication de nos produits au niveau de la matière première. Un exemple rapide, diminution de l'épaisseur d'acier. On avait certaines composantes qu'on fabriquait avec un acier d'une certaine épaisseur, que maintenant, avec les nouvelles technologies, on était capable de réduire l'épaisseur de l'acier. Pour vous donner une idée des économies de 200-250 000 $ par année qu'on peut aller chercher avec des gestes comme ceux-là. Ça, c'est assez important. Puis, naturellement, bien, poursuivre notre effort pour l'atteinte de nos objectifs en 0,2x d'ici 2025. Puis, je peux vous dire aussi qu'au niveau développement de produits, l'équipe de développement de produits ici d'Artopex sont extrêmement sensibles au choix des matières premières qui va dans l'introduction de nos nouveaux produits puis nos produits existants. Les retombées de tout ça, bien, les effets positifs, là, naturellement, l'image, la notoriété de l'entreprise, on a juste à gagner avec ça, c'est sûr. Ensuite, les avantages qu'on a au niveau du recrutement, tout le monde est conscient que dans le moment, il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est assez dérangeante pour la progression des entreprises. Fait que ça nous permet d'ouvrir un recrutement puis d'intéresser les gens à venir travailler chez nous. Ensuite, accès à plus d'appels d'offres. Bien, naturellement, quand tu as une structure qui est capable de démontrer que tu peux répondre à n'importe quelle norme au niveau environnemental dans ton développement durable, je pense que c'est un atout extrêmement important pour certains appels d'offres. Ensuite, bien, naturellement, bonifier le discours de tous ceux qui font la représentation de nos meubles, qui sont sur la route pour faire des présentations, autant au niveau de nos distributeurs que nos représentants. Bien, dans le discours de vente, je pense que ça a une influence assez importante d'avoir une attention particulière pour le développement durable. Ensuite, la réduction de l'empreinte écologique. Bien, ça, vous l'avez vu un petit peu dans ce que je vous ai montré, extrêmement important. Ensuite, la rentabilité accrue de l'entreprise. Moi, je peux vous dire une chose, là, dans tous ces gestes-là qui sont posés, il y a toujours une question qu'on se pose, puis qui est importante, parce que c'est la survie de l'entreprise. Est-ce que les gestes qu'on fait, en plus d'être fiers de les faire, est-ce qu'ils sont rentables pour l'entreprise? Mais moi, je peux vous dire
que dans l'ensemble, c'est extrêmement rentable de l'entreprise de mettre des emphases sur le développement durable. Fait qu'en gros, c'est ce que j'avais à vous présenter. Fait que je veux vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Pelletier. C'était vraiment fort intéressant. Je constate qu'une démarche de développement durable peut contenir toutes sortes d'initiatives, des plus petites, des plus grandes. Mais je suis particulièrement impressionnée. Je suis certaine que tous nos participants, très nombreux d'ailleurs, vous avez été très populaires aujourd'hui, impressionnés de voir comment votre vision est intégrée, globale et l'effet d'entraînement d'une initiative sur l'autre, c'est vraiment fort intéressant et inspirant. Ceci nous amène donc à notre période de questions. Nous avons une dizaine de minutes environ devant nous, 10-12 minutes pour des questions, et j'en ai déjà quelques-unes de reçues. Je commencerai avec une première. Votre plan 2010-2025, nous sommes à 4 ans de la fin de votre plan 02X. Est-ce que vous êtes déjà en réflexion pour une prochaine cible, un prochain programme? Bien, la question est bonne parce que oui, on est déjà actuellement à peaufiner un peu le prochain objectif. Je ne vous dis pas qu'il est clair à 100%, mais la grosse partie de la prochaine objectif qu'on se fixe, c'est d'être capable d'utiliser des matières complètement recyclables ou complètement recyclées pour le développement de nos produits. Fait que ça, là, priorité numéro 1 pour tout le monde là, dans l'organisation, c'est de s'assurer que les choix qui vont être faits puissent être gardés à long terme puis utilisés dans nos nouveaux produits qui s'en viennent. Fait que je vous dirais, les grandes lignes là, de cet objectif-là, là, c'est à peu près ça là, dans le moment qui est sur la table. Puis encore là, essayer de trouver une façon d'exprimer ça le plus simplement possible. Ça, c'est vraiment là, le défi qu'on a. Très bien. On nous pose une question participants, s'il vous plaît, ne vous gênez pas pour ajouter des questions dans votre boîte de questions au bas de l'écran. Quelqu'un nous demande comment présenter votre plan de développement durable sans que les employés n'y voient une autre tâche ou une charge de travail accrue? Je vous dirais pour répondre à ça, je pense pas que les gens en général dans l'entreprise, même si ça demande des efforts additionnels, là, sont réticents ou ils sentent que c'est plus lourd à gérer. Je pense qu'il y a beaucoup de valorisation là-dedans, tu sais, pour tout le monde. Puis, fait que chaque geste qui est posé au niveau de toute l'organisation, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes impliquées là-dedans. Là, tu sais, dans mes exemples que je donnais, au niveau des feuilles de papier par personne, là, quand que les gens voient ça, là, ils se disent pas c'est plus difficile de travailler parce qu'on a moins de papier. Au contraire, ils sont extrêmement fiers de tous ces gestes-là. Là. Fait que je vous dirais, c'est pas lourd du tout là, au niveau de l'implication des gens dans l'entreprise. D'accord. Quelqu'un nous pose la question, vous parlez justement du papier. Quelles actions avez-vous posées afin de permettre de réduire la consommation de papier pour la production? Oui, bien pour la production, c'est que c'était en réalité d'introduire sur les lignes d'assemblage, au niveau de la fabrication des composantes, beaucoup plus de technologie. Tu sais, auparavant, quand tu assemblais un meuble, tu avais un plan, tu regardais avec un papier. Puis maintenant, on s'en va de plus en plus vers des technologies ou avec une simple lecture d'un barcode ou une autre façon, qu'on puisse avoir accès à toute l'information, mais informatisée, là, tu sais, qu'on puisse être capable avec l'informatique, d'être capable d'amener toute l'information aux employés sur le plancher. Fait qu'on a travaillé beaucoup, extrêmement fort là-dessus pour être capable de réduire aussi cette manutention-là de papier, là. Fait que ça, je pense que la plupart des gens travaillent sur les mêmes choses que nous autres là-dessus, là. Fait qu'on t'apprend à regarder ça, puis dans les projets importants aussi qui s'en viennent, là, je vous ai parlé beaucoup de fabrication tout à l'heure, là, au niveau des composantes, mais au niveau de l'assemblage, on s'en va vers des nouvelles technologies pour être capable d'assembler le mobilier d'une façon différente, avec moins de manutention humaine, là. Fait que ça aussi, ça amène beaucoup moins de
de papier, puis de toutes sortes de consignes que tu as besoin ou de rapports là, qui vient automatiquement accès aux gens là, facilement avec l'informatique. D'accord. Une autre question d'un participant. Quand avez-vous réalisé que le développement durable pouvait être une source d'un avantage compétitif? Donc, est-ce qu'au départ, vous aviez cette vision-là que ça pourrait aussi devenir un avantage concurrentiel pour vous, ou votre objectif était-il surtout de réduire votre empreinte environnementale? Ben, pour être très honnête, là, c'est pas sorti en disant ah on s'en va là-dedans puis ça va devenir ce que c'est aujourd'hui là. On est allé là-dedans parce qu'il y a des tendances dans le moment là, tu sais, qui se passaient là une quinzaine d'années puis qui sont encore plus fortes aujourd'hui là. On le voit là, tu sais, tout ce qui est environnemental, tout ce qui est développement durable en général là, je pense que les gens sont beaucoup plus sensibles à ça. Fait que c'est ça en réalité qui te pousse un peu à aller là, tu sais, dans le fond là, soyons honnêtes là. Il n'y a pas personne, je pense, qui se lève le matin et qui va dire « je vais être le plus green possible, puis ça va être le fun ». Puis non, mais après que tu as commencé à goûter à ça, là, après que tu es dans le processus, là, puis tu vois les résultats, là tu ne le vois plus de la même façon. Là. Tu ne vois plus ça comme une dépense, là, parce qu'au début, tu te dis « ouais, ça va ». Mais à la fin, c'est pas comme ça se passe. Juste l'implication du monde, la motivation du monde, ce que tu peux sauver comme dollars, hein, parce qu'on l'a vu au niveau énergétique, ce que je vous ai montré, il y a beaucoup de dollars là-dedans. Fait que ces dollars-là, ils servent à faire de l'amélioration, dans le fond. Fait que non, je pense que c'est très profiteur pour l'entreprise. Lors du design de vos produits, est-ce que vous prenez en compte la fin de vie et la réparabilité? La question est bonne parce que on a souvent des réflexions au niveau de l'économie circulaire. Tu sais, on parle beaucoup de ça, l'économie circulaire, parce que c'est certain que quand tu peux prendre une matière première à la source, dans une mine ou ailleurs, tu peux l'utiliser pour en fabriquer un produit. Tu peux recycler ce produit-là pour faire d'autres produits. Fait que c'est ça qu'on appelle l'économie circulaire. Fait que nous autres, à ça, on y croit beaucoup, là. Nous autres, dans le moment, là, on est prêt à regarder pour voir, pour être sûr que toutes les matières qu'on utilise, on puisse le mettre dans ce cercle-là, là, pour revenir, là, puis refaire d'autres produits avec ça. Entre autres, on a introduit une technologie pour une pose de bande de champ. Tu sais, le contour qu'on met sur des surfaces, la bande de champ, qui est en ABS, là. Nous autres, on a introduit des équipements pour être capable de coller cette bande de champ-là avec du laser. Au lieu d'avoir une colle conventionnelle, là, parce que la colle conventionnelle, c'est un résidu. Puis ce résidu-là, il n'est pas recyclable. Fait que quand tu colles au laser, tu peux recycler ton produit par la suite. Fait que ça, on a investi dans ces équipements-là pour être capable d'arriver là. Pour être capable de dire, là, ta surface là, qui est sur ton meuble, là, on va pouvoir la recycler à 100%, incluant la bande de champ, incluant la surface. Parce que, à cause du laser, ça nous permet de faire ça. Fait que c'est d'investir dans des technologies qui peuvent nous amener plus loin pour l'économie circulaire. C'est vraiment ce qui est impressionnant dans votre histoire, c'est que ce cercle vertueux que vous avez commencé, il y a un engrenage, chaque investissement vous amène à plus finalement qu'un seul impact. C'est vraiment très intéressant. On aurait du temps pour une toute dernière question. Est-ce que vos immeubles et vos usines, est-ce que vous avez des certifications LEED ou êtes-vous en processus de les avoir? Dans les bâtiments, parce que quand tu as un processus LEED, normalement, c'est au niveau de la construction, quand tu construis ton bâtiment, ce qui est moins le cas pour la plupart des usines, parce que c'est des bâtiments existants. Par contre, je pourrais vous dire, pour aller dans ce sens-là, c'est que nos produits donnent certains points pour arriver à une certification LEED de différents niveaux. On s'entend, il y a différents niveaux là-dedans. Fait que donne des points sur la certification par rapport, encore une fois, ce que tu peux recycler dans ton produit, la matière que tu utilises pour le fabriquer, la façon dont tu le fabriques. Fait que nous autres, on est beaucoup à ce niveau-là pour que les entreprises qui veulent aller vers du bâtiment LEED, qu'on puisse contribuer avec des points additionnels pour eux autres pour être capable d'arriver à des niveaux supérieurs. Fait que on travaille surtout dans ce sens-là dans le moment, là. Mais depuis un bout de temps, là, je vous dirais, là,
le lead existe pour nous autres, là, vraiment présent là, dans nos actions qu'on fait à l'intérieur de l'usine depuis 7 ou 8 ans. D'accord, très bien, fort intéressant. Alors, ceci conclut notre période de questions. Merci à nouveau beaucoup, M. Pelletier, d'avoir accepté de partager votre expérience avec toute la transparence que vous nous avez offert aujourd'hui. Je suis certaine que vous avez fait germer de nombreuses idées dans la tête de nos participants. Soyez à l'affût de notre prochaine classe de maître qui aura lieu à la fin du mois de mai. D'ici là, merci de prendre quelques minutes pour compléter notre sondage que vous recevrez aujourd'hui. Et finalement, évidemment, sur notre page competiver.com, vous pourrez trouver de l'information additionnelle sur nos solutions, notre diagnostic de performance environnementale industrielle. Merci infiniment à nouveau, M. Pelletier. Très honoré d'avoir été avec vous ce matin. Et à une prochaine, certainement. Et merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée. À la prochaine. Au revoir. Down.